en défaillance cardiaque, les pièges à éviter. Merci Benjamin. Bien, merci beaucoup, messieurs les présidents, mes chers collègues. Merci de m'avoir invité pour faire ce topo. Une lourde tâche, parler des pièges à éviter pour les épisodes d'insuffisance circulatoire aiguë chez les patients atteints d'HTAP, donc plutôt idiopathique. Tout d'abord, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas rigoureusement familiers avec la pathologie, l'HTAP connaît une définition avant tout hémodynamique au cathétérisme cardiaque droit et c'est défini par l'élévation de la pression artérielle pulmonaire moyenne au-delà de 25 mm de mercure avec une pression artérielle pulmonaire occluse à moins de 15 mm de mercure, donc ce qui exclut les causes post-capillaires. Et donc les conséquences sont l'hypertrophie du ventricule droit, l'insuffisance cardiaque droite progressivement croissante avec la survenue d'une dyspnée, de syncope et à terme le décès si rien n'est fait. La physiopathologie de cette maladie repose sur une obstruction des artères pulmonaires de petit calibre par des phénomènes de vasoconstriction, de thrombose et prolifération de cellules musculaires lisses et endothéliales, comme vous pouvez le voir là sur ces images. Et l'ensemble des pathologies associées à l'HTAP a été réuni dans une classification lors de l'avant-dernière conférence de consensus, puisqu'il y en a une très récente donc qui va bientôt être publiée. Et cette classification regroupe 5 grands groupes qui permet de rapprocher des pathologies qui présentent des communautés en termes de physiopathologie et de traitement, avec l'HTAP dite idiopathique et les pathologies très proches regroupées dans le groupe 1. Et pour ces patients, il y a des thérapeutiques ciblées sur la vascularisation pulmonaire qui sont réunies en trois voies principales. La voie de l'endothéline, donc on peut amener des antagonistes de récepteurs de l'endothéline, qui est un puissant vasoconstricteur et qui entraîne une vasoprolifération. La voie du monoxyde d'azote, soit en apportant du monoxyde d'azote inhalé, soit avec des inhibiteurs de phosphodiestérase qui ralentissent sa dégradation, ou la voie de la prostacycline en apportant des dérivés de la prostacycline, soit en injection intraveineuse continue, ou en inhalé, ou même en sous-cutané. Et toutes ces mesures thérapeutiques sont également bien définies dans le consensus. Voilà, donc dans l'avant-dernier consensus ici en l'occurrence. Les principales thérapeutiques spécifiques sont administrées en fonction de la gravité. Elles peuvent éventuellement être regroupées à plusieurs en cas d'échec thérapeutique et à terme, si les malades ne répondent pas à la superposition des traitements, on peut avoir recours à la transplantation pulmonaire. Et au sein de cette hypertension pulmonaire, le ventricule droit a un rôle absolument fondamental. Alors, il est, par définition, extrêmement différent du ventricule gauche, à tout point de vue, en termes d'épaisseur, de forme. Il a une coupe en forme de croissant, en forme de croissant. Il est donc très peu épais. Les myocytes, les fibres sont orientés de façon différente. La contraction est différente. Mais dans le cadre de la HTAP, la post-charge de ce ventricule est extrêmement élevée et ce ventricule va progressivement s'adapter avec un ventricule droit qui va devenir très hypertrophié et qui va grossir, repoussant le VG qui, lui, va, cette fois, prendre la forme de croissant qu'avait le ventricule droit au sein du péricarde qui ne peut pas se détendre. Cette adaptation du ventricule droit se fait par des phénomènes cellulaires avec des atteintes des cellules endothéliales, de l'apoptose, de diminution d'angiogénèse, de la fibrose au niveau des myocytes et au sein des cellules myocytaires des gros problèmes en termes de stress oxydatif mais aussi des troubles du métabolisme et de la respiration cellulaire. Alors, cette maladie évolue spontanément vers le décès et sous traitement. Hélas, les patients connaissent en général une dégradation qui est plus ou moins rapide de leur fonction cardiaque avec une survie à 1 an qui est à 88% dans la dernière série française. Et la cinétique repose, en fait, le handicap fonctionnel est lié à la chute du débit cardiaque progressif avec l'élévation progressive des résistances vasculaires, pouvant aboutir à terme à un handicap fonctionnel extrêmement marqué et une dysfonction droite assez marquée. Et en abscisse, l'échelle de temps est habituellement représentée chez les patients par des mois ou des années et malheureusement certains patients qui étaient à l'état stable ont une dégradation relativement brutale et ce sont ces malades-là auxquels on peut être parfois confronté en réanimation et c'est ces malades-là principalement dont je vais vous parler. Alors, piège numéro 1, puisque j'ai voulu traiter, comme on m'a demandé, les pièges. Quelle est l'épidémiologie de ces épisodes? Ça, c'est un vrai piège, puisque je ne sais pas répondre. Mais pour parler un peu d'épidémiologie, je voulais juste vous montrer cette étude qui a été réalisée par un centre expert américain, dans lequel ils ont regardé les causes de décès de leur cohorte sur 4 ans.
Et donc ils avaient inclus 120 patients, donc 120 patients décédés, enfin, porteurs d'HTAP décédés sur 4 ans. Ils n'en ont retenu que 84 qui appartenaient au groupe 1. C'est des patients qui ont une épidémiologie extrêmement standard pour cette maladie. Et ce qui était très intéressant, c'est que les auteurs notaient que les causes de décès étaient directement reliées à la maladie de fond, où la maladie de fond avait largement participé pour près de 90% d'entre eux. Donc ça veut dire que pour ces malades, les causes d'aggravation et là de décès sont quand même très souvent intriquées avec la maladie de fond, et donc ça c'est très important pour leur prise en charge. Et enfin, autre message qui était important dans cette étude, c'est quand ils regardaient l'endroit où ces patients malheureusement décédaient, eh bien c'était la réanimation pour plus de la moitié d'entre eux. Donc l'épidémiologie exacte, je ne la connais pas, mais ce qui est sûr, c'est que les réanimateurs ont très probablement un rôle à jouer dans les centres où ces patients sont pris en charge. Et donc, tout ça nous amène directement sur le piège numéro 2, qui est là pour le coup est un vrai piège, c'est d'y penser, ce qui n'est pas évident, parce qu'on a affaire initialement à des patients qui présentent des signes qui sont quand même pas très spécifiques, des signes droits, de la suréchange jugulaire, des œdèmes des membres inférieurs, des patients qui sont essoufflés, qui parfois même peuvent avoir des douleurs thoraciques, qui ont pu faire des malaises, qui peuvent être hypotendus. Et assez rapidement, après les premiers examens, il faut savoir évoquer ce diagnostic devant des patients chez qui, en général, on fait un électrocardiogramme qui va retrouver des signes droits, une recherche d'embolie pulmonaire, le plus souvent par angioscanner, qui va montrer l'absence d'embolie comme on aurait pu s'y attendre initialement, avec des vaisseaux pulmonaires qui sont néanmoins assez fortement dilatés. On le voit ici par l'artère pulmonaire qui présente un calibre plus gros que l'aorte à côté. Et à l'échographie cardiaque, un ventricule droit qui est dilaté, qui peut être hypokinétique, hypertrophié, et des valeurs de PAPS qui peuvent être extrêmement élevées, plus élevées que ce à quoi on pourrait s'attendre lors d'une embolie pulmonaire. Et donc, la physiopathologie de la défaillance cardiaque, là, il n'y a rien de nouveau, je crois. Le ventricule droit est très hypertrophié, très dilaté, et il va comprimer le ventricule gauche par l'intermédiaire essentiellement du septum, car le péricarde entraîne une contrainte qui fait que le ventricule droit ne peut pas se dilater vers l'extérieur. Et ce ventricule gauche a des troubles de fonctionnement. Il va y avoir une chute, notamment au niveau de sa précharge, une chute de la pression artérielle, du débit cardiaque, ce qui entraîne un peu une ischémie du VD qui a une consommation en oxygène élevée et s'entraîne une sorte de cercle vicieux avec l'ischémie du ventricule droit qui va majorer tous ces dysfonctionnements. Alors, un gros piège, quels sont les objectifs thérapeutiques pour ces patients? J'en ai relevé principalement 5 dont je vais vous parler. Le premier, c'est est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants, est-ce qu'il faut les rechercher? La deuxième, c'est comment est-ce qu'on va gérer les apports liquidiens de ces malades. En numéro 3, les inotropes, comment gérer les inotropes. En numéro 4, le maintien de la pression artérielle. Et en numéro 5, comment est-ce qu'on peut gérer la post-charge du ventricule droit. Alors d'abord, faut-il rechercher un facteur déclenchant? Dans l'insuffisance cardiaque gauche, par exemple, c'est largement et clairement démontré, il faut rechercher un facteur déclenchant. La découverte et le traitement d'un facteur déclenchant peut avoir un rôle primordial. Je vous présente là, sur cette diapo, 2 études. Celle dans le cadre du haut, c'est une étude américaine du centre de Los Angeles. 100 patients porteurs d'HTAP étaient admis en réanimation. Et les auteurs ont noté que, en comparaison d'une défaillance cardiaque droite, ce qui n'est pas exactement le facteur déclenchant, mais l'insuffisance respiratoire et le sepsis étaient manifestement grevés d'une mortalité importante et méritaient sûrement d'être recherchés. Dans le cadre du bas, c'est des données qu'on retrouve dans une étude polonaise, une cohorte rétrospective, une 60aine de patients porteurs d'HTAP admis pour insuffisance ventriculaire droite, pas toujours en réanimation. 31 patients avaient un facteur déclenchant retrouvé et donc ils s'attachaient à le traiter. La mortalité dans ce groupe était de 32%. Et pour 29 patients, aucun facteur déclenchant n'a été retrouvé. La mortalité était identique. Les auteurs de cette étude ont même soulevé l'idée que c'était peut-être inutile de le chercher. Notre expérience au centre de référence français de l'HTAP, voilà deux études prospectives qui ont été réalisées pour des patients porteurs d'HTAP admis en réanimation. Un facteur déclenchant est retrouvé en gros pour la moitié d'entre eux à peu près dans chaque étude. Ce sont des troubles du rythme, ce sont des infections, soit des dispositifs d'administration des médicaments, soit des infections respiratoires. Eh bien, le fait de trouver et traiter un facteur déclenchant ou pas n'a entraîné aucune différence de survie chez ces malades. Donc, la question de la recherche et du traitement d'un facteur déclenchant, intuitivement est claire, mais il n'y a pas beaucoup de documentation pour la soutenir. Alors, la gestion des apports liquidiens, c'est difficile dans les contextes un peu d'insuffisance cardiaque droite. Est-ce qu'on peut être un peu libéral? Est-ce qu'il faut au contraire faire très attention, comme ça a pu être suggéré par exemple dans l'embolie pulmonaire grave?
Alors, il y a une importance pronostique chez les malades à l'état stable de la POD qui a été estimée comme un marqueur possible de l'état de la précharge cardiaque, et cette POD a été retrouvée dans la majorité des équations qui définissent la survie des patients, et donc c'est très probablement un élément qui est très important. Et dans le contexte de la défaillance cardiaque droite aiguë, c'est un petit peu compliqué, parce qu'en fait on ne sait pas vraiment ce qu'on mesure. C'est-à-dire que pour savoir exactement quelle est la précharge du ventricule gauche dans ce contexte, c'est très difficile. Comment la mesurer? Le ventricule droit comprime beaucoup le ventricule gauche. Les apports liquidiens massifs exposent au risque de dilater un peu plus le ventricule droit, d'entraîner une ischémie et d'aggraver la situation. Et donc c'est compliqué. Certains auteurs ont soulevé l'intérêt potentiel de la pression transmurale, c'est-à-dire la pression en fin de diastole dans le ventricule gauche, moins la pression diastolique, qui pourrait être éventuellement mesurée par la soustraction de la POD à la papo. Mais la question est difficile. Alors l'inotropisme, ces patients ont en général une chute du débit cardiaque. Quels médicaments est-ce qu'on peut utiliser? Comment est-ce qu'on doit évaluer ça? Probablement une des meilleures façons de voir les effets d'un médicament dans ce contexte, d'un médicament inotrope, c'est la mesure du couplage ventriculo-artériel. Alors c'est en pratique clinique extrêmement compliqué, mais ça a été fait sur des études expérimentales, et pour faire simple, c'est grâce à l'obtention des courbes pression-volume dans des modèles expérimentaux où on clampe brutalement la pression artérielle pulmonaire et on mesure la pression maximale qui peut être générée par le ventricule droit à cette occasion, et on peut définir grâce à ça des élastances donc ventriculaires et artérielles dont le rapport définit le couplage qui représente en gros le meilleur fonctionnement du ventricule au moindre coût énergétique, donc la meilleure adaptation à la situation. Et dans ces modèles-là, il y a des modèles expérimentaux, la dobutamine et le lévosimendan ont été testés et ils semblent présenter un profil assez favorable, ce d'autant qu'il y a une certaine innocuité sur la vascularisation pulmonaire. En cas de chute de la pression artérielle systémique, ce qui est également extrêmement fréquent, quel médicament on peut utiliser? Là encore, comment l'évaluer? Eh bien, dans le même modèle de mesure du couplage ventriculo-artériel, la noradrénaline, qui entraîne relativement peu de vasoconstriction pulmonaire, a été testée et présente aussi un profil favorable. Il y a beaucoup de débats autour de la vasopressine qui, en plus, pourrait avoir un effet vasodilatateur pulmonaire, donc intéressant, mais il y a très peu de cas cliniques qui ont été réalisés, et ces cas cliniques sont principalement en post-opératoire. Ce qui est embêtant, c'est qu'il peut y avoir des effets paradoxaux de la vasopressine qui entraînent des dégradations des patients, donc c'est probablement pas à recommander de première intention. Et pour diminuer la post-charge du VD, parfois chez les gens qui ont énormément de résistance vasculaire pulmonaire, eh bien, que peut-on faire? Eh bien, il n'y a pas plus de traitement que ce que je vous ai présenté au début, c'est les 3 voies, mais ce qui est important de souligner, c'est que ces traitements, agissent par un effet vasodilatateur, certes, mais essentiellement aussi antiprolifératif, et ça prend des semaines, des mois, et donc l'intérêt à la phase aiguë est tout à fait discutable. Ce d'autant que quand on regarde un petit peu les effets indésirables de ces traitements, qui n'ont pas de spécificité pour la vascularisation pulmonaire, eh bien, il y en a beaucoup, avec des vrais risques d'avoir des hypotensions artérielles, ce qui, dans le contexte systémique, ce qui, dans le contexte, peut être parfois dramatique. Alors, quels autres traitements peuvent être utilisés? Je vous parle de l'assistance circulatoire parce qu'il y a une expérience grandissante chez ces patients porteurs d'HTAP, et quand tous ces traitements arrivent à leur terme, eh bien, il y a des gens, notamment une expérience allemande, mais aussi en Amérique du Nord, où des assistances sont mises en place qui ne peuvent pas être des assistances droites exclusives, avec des patients qui ont été mis sous assistance non intubée et en attente d'une transplantation, parce qu'une fois que l'assistance est mise en place, ces patients soit sont transplantés, soit évoluent mal, donc ce qui pose des soucis évidemment d'éthique, de discussion sur les patients éligibles, mais l'assistance circulatoire peut être une issue chez les patients chez qui on ne s'en sort pas. Alors l'épuration extra-rénale, voilà 2 diagrammes issus des 2 cohortes du centre de référence national, avec donc des patients HTAP admis en insuffisance cardiaque droite et des créatininémies et des dysfonctions rénales qui pouvaient être extrêmement importantes chez les patients, avec chez certains d'entre eux des oligoanuries, voire des anuries, et l'apparition de troubles ioniques menaçants. Et évidemment vient la question de l'épuration extra-rénale chez ces patients qui sont extrêmement instables. Alors il y a très peu d'expérience dans la littérature. On a essayé, nous, de regarder un petit peu ce qui avait été fait dans notre centre. Et sur 11 ans, on a retrouvé que 14 patients qui avaient bénéficié de dialyse, qui n'est sûrement pas une réalité épidémiologique,
mais plutôt on pense la crainte du médecin de mettre ses patients sous hémodialyse. Vous voyez, des patients qui avaient des profils tout à fait standards pour ce type de pathologie et qui sont arrivés en réanimation avec des dysfonctions rénales marquées, 500 de créatinémie, 28 d'urée et probablement des dysfonctions droites marquées, des BNP très élevés. Donc on a pu analyser 68 séances d'épuration, 32 étaient des séances intermittentes, 36 des séances continues. Des hypotensions survenaient pour 50% d'entre eux, des hypotensions qui ont entraîné une thérapeutique, instauration d'un traitement vasopresseur ou augmentation de la posologie, et 2 patients sont décédés pendant les séances. Donc quelque chose qui a l'air quand même un peu risqué, et surtout, la mortalité en réanimation était de 47% et à 3 mois de 73%, donc très élevé, et c'était significativement plus élevé que quand on comparait ça à une cohorte historique dans laquelle aucun patient n'avait eu d'hémodialyse. Donc là encore, une question à se poser, quand on met le patient avec un dispositif d'épuration extra-rénale, est-ce qu'il ne faut pas envisager des thérapeutiques un peu exceptionnelles, voire même la transplantation? Alors, piège numéro 4, je vais accélérer un petit peu. Quel monitorage proposer à ces patients? Parce que ça, c'est une réelle difficulté. Alors, le cathéter artériel pulmonaire, c'est la méthode de référence pour le diagnostic et l'évaluation de la sévérité de la maladie à l'état de base. Ça peut se faire en toute sécurité, c'est bien démontré. Chez les patients en réanimation, la sécurité n'est pas démontrée et je vous montre les résultats de 2 études. Celle du haut, donc dans la cohorte de Los Angeles, une centaine de patients admis en réanimation. Le fait de mettre une swanne dans les 3 premiers jours de la prise en charge et donc éventuellement de changer les thérapeutiques pour aller vers des objectifs d'index ou de remplissage ne changeait rigoureusement rien au pronostic de ces malades. Dans l'étude que vous voyez en bas, c'était un petit peu différent car ce sont des patients porteurs d'HTAP, tous sceptiques, et la majorité n'étaient pas des patients issus du groupe 1, donc une variété de pathologies un peu plus différentes. Et là, il y avait significativement plus de décès chez les gens qui avaient un cathéter artériel pulmonaire, mais il y a probablement un biais là de sélection des malades. Donc pour le cathéter artériel pulmonaire, ce n'est pas du tout certain que ce soit un bénéfice pour les malades, même si intuitivement on aurait pu penser que ce monitorage était utile. Alors est-ce qu'il y a un intérêt au dispositif de thermodilution transpulmonaire avec les mesures d'index cardiaque? Il y a une expérience qui est toute débutante. Et Elise Artaud-Macari a rapporté à l'European Respiratory Society une petite série d'une quinzaine de patients porteurs d'HTAP avec insuffisance ventriculaire droite. Et ils y retrouvaient, malgré les réticences du manufactureur dans ce contexte, une bonne corrélation de la mesure de l'index avec le cathé droit. Et il n'y avait aucun effort qui avait été fait pour regarder si cela changeait quelque chose sur l'issue. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Et puis il y a l'échocardiographie. Alors l'échocardiographie, c'est oui, bien sûr, c'est accessible, non invasif, facile, mais c'est oui, mais, parce que c'est des échographies qui sont difficiles, parce que finalement, il y a beaucoup d'indices qu'on peut mesurer, des indices gauche, des indices droit, et que finalement, aucun de ces indices n'a vraiment été rigoureusement validé dans ce contexte, que finalement, les objectifs qu'on voudrait avoir à l'échocardiographie sont difficiles à déterminer, notamment par rapport à l'état de base. C'est des malades qui ont des échos qui sont déjà fortement pathologiques. À quelle fréquence il faut répéter l'examen? Enfin, il y a les questions ensuite qui sont difficiles à résoudre. Et je vous livre ici, entre autres, un résultat retrouvé par François Haddad de Stanford, où il avait rentré beaucoup de variables échographiques, cliniques et biologiques pour prédire l'évolution défavorable ou la transplantation à 90 jours. Et sur tous les indices échographiques, un seul pouvait ressortir en analyse multivariable, c'était la régurgitation tricuspide, alors qu'il y avait à peu près une quinzaine d'indices qui étaient proposés au début. Donc beaucoup ont été écartés. Et une autre étude, là encore, très récente, publiée dans l'European Heart Journal très récemment, où dans un modèle expérimental, les auteurs retrouvent que finalement, les indices qu'on voit à l'échocardiographie sont assez peu spécifiques des performances VD, mais finalement seraient beaucoup plus spécifiques du couplage ventriculo-artériel. Et donc, il n'est pas évident que ce qu'on va mesurer lors de l'échocardiographie corresponde vraiment à ce qu'on cherche à voir. Ici, ça a été fait par la mesure de l'élastance ventriculaire par rapport au couplage ventriculo-artériel pour le changement de la fraction d'éjection gauche ou le TAPS, qui sont des indices relativement robustes de dysfonction droite. Les biomarqueurs, est-ce que les biomarqueurs peuvent nous aider? Donc là, je vous livre les séries des biomarqueurs qu'on avait mesurés dans la première cohorte qu'on avait réalisée. On les avait mesurés plusieurs fois à l'admission et au cours du temps, et il y avait quelque chose d'extrêmement significatif pour la CRP qui montait chez les gens qui allaient décéder, ainsi que la créate, le BNP qui montait aussi beaucoup, et l'anatrémie qui chutait, donc malgré nos efforts. Donc ça, c'est très intéressant pour suivre le pronostic, mais on a malheureusement rien pour faire une translation directe sur les thérapeutiques encore. C'est pas documenté. J'en ai presque fini. Le piège numéro 5, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre
quand on admet ces patients en réanimation. Donc voilà, vous avez ici la courte littérature clinique sur les patients en insuffisance ventriculaire droite dans l'HTAP. Donc à ma connaissance, il y en a 6. Vous voyez, elles sont toutes à peu près pareilles en termes de période d'étude, ce qui veut dire que les patients avaient des traitements de fond qui étaient similaires. Le nombre de patients était à peu près corrélé, enfin à peu près identique dans les études. L'âge des patients, enfin c'est globalement homogène. Les pressions à l'admission, les taux de BNP et les admissions en réanimation. Et donc ce qu'on voit, c'est que la mortalité de ces patients est relativement différente, mais c'est tout de suite très homogène quand les patients reçoivent des catécholamines ou éventuellement des inotropes. Là, la mortalité évolue entre 40 et 60% selon les études, et c'est pire encore si les gens ont une épuration extra-rénale, et pire encore si on doit les ventiler, ce que même certaines équipes contre-indiquent. Donc en conclusion, c'est vrai que chez ces patients, on se retrouve un peu à la croisée des chemins. Chez les patients qui sont extrêmement instables, auxquels on a un peu peur de toucher, et on ne sait pas bien quel chemin on va choisir, mais comme quand même beaucoup de patients de réanimation. Donc ce qu'on propose pour éviter un petit peu tous ces sièges, c'est d'évoluer pas à pas, avec une première étape qui est l'évaluation de la sévérité, sur des choses qui peuvent être très simples, la clinique, évaluation biologique, des examens complémentaires qu'on maîtrise, l'échocardiographie, la tonométrie d'aplanation, on en parlera après si vous le souhaitez, le cathétérisme cardiaque droit, l'IRM c'est plus réalisable. Après ça, le malade doit être orienté et on évolue dans les différents facteurs là que je vous ai cités. Le traitement est d'un facteur déclenchant qui, même s'il n'est pas documenté, reste quand même une préoccupation principale. L'équilibre de la précharge, la gestion plutôt des apports liquidiens qui est compliqué. Les inotropes, dobutamine, lévocimandant, le maintien de la pression artérielle par noradrénaline, et éventuellement on peut discuter la réduction de la post-charge du ventricule droit par les différents traitements en connaissant leurs effets indésirables. Et surtout, je crois que ce qui est important, c'est qu'à chaque étape, il faut savoir repérer une situation non contrôlée, là encore avec des choses simples, les marqueurs pronostiques qu'on a vus qui s'aggravent, la nécessité de l'épuration, la nécessité d'augmenter les doses de médicaments pour maintenir le malade, et à ce moment-là, il faut probablement s'adresser à un centre de référence pour discuter des thérapeutiques un peu plus exceptionnelles. Merci beaucoup de votre attention.